on était dans la génomique. Du coup, dans la génomique bactérienne a pris une ampleur absolument considérable. Moi, je ne sais pas combien on a fait de génomes bactériens, mais plusieurs milliers, mais les autres, en particulier les gens du Sanger Center, c'est Parkhill qui dirige cette partie-là du Sanger Center sur les microbes, a fait des dizaines de milliers de séquences. Par exemple, pour regarder les mouvements de la bactérie de la fièvre typhoïde, il a séquencé 15 000 bactéries. Et comme ça, on a pu voir comment c'était venu, qu'est-ce qui se passait. Et donc, on a vu qu'on ne pouvait pas identifier les différents clones en regardant la sensibilité aux antibiotiques, qui était un des éléments. En réalité, dans le même clone, il y a des bactéries résistantes et des bactéries sensibles. C'est plutôt des modifications qui sont en amont, qui permettent l'acquisition et la conservation des gènes de résistance qui étaient présents dans ce clone et qui a fait que ce clone a eu tellement de succès. Mais on a vu le clone partir d'Inde, remonter dans le golfe Persique, arriver en Éthiopie et se répandre en Afrique. Et donc maintenant, grâce à ces techniques de séquençage, on arrive à faire de l'épidémiologie extraordinaire. Et bien sûr, nous, on a participé pour un certain nombre de cas à essayer d'expliquer comment ces clones microbiens se distribuaient. Donc on a séquencé toute la Rickettsia, on a séquencé un nombre considérable de Coxiella burnetii qui étaient dans notre propre domaine, et puis certains extracellulaires pour expliquer les clones. Cette connaissance des clones a eu, par la génomique, nous a apporté des informations absolument extraordinaires. Un des exemples les plus frappants, c'était celui des colibacilles qui sont des agents d'infection urinaire. Et donc les gens avaient remarqué que, d'un coup, les colibacilles, qu'on appelle nous Escherichia coli, d'infection urinaire, il y avait une partie très très importante qui avait une résistance à un antibiotique particulier qui s'appelle le triméthoprim, que l'on trouvait un peu partout dans le monde. Et donc c'est la première fois que les gens ont dit, mais attendez, l'Escherichia coli qu'on trouve dans les infections urinaires, il y en a un qui est épidémique, il est même pandémique, il est partout. Et c'est un seul, quoi. C'est pas possible que cette résistance soit apparue plusieurs fois. Elle est apparue une fois et c'est un clone qui circule partout. Très bien. Quand on est arrivé au génome, alors là on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'effectivement, il y avait des épidémies d'infection urinaire à Escherichia coli, et que, par moment, alors je sais pas, en France, il y a eu jusqu'à 25%, en Angleterre jusqu'à 35%, de tous les Escherichia coli qu'on trouvait dans les urines, essentiellement de femmes d'ailleurs, étaient issus du même clone. Donc, ça veut dire quoi? Les infections urinaires, ça marche par épidémie. Vous voyez donc comment faire? Si vous demandez ça à la plupart de mes collègues maladies infectieuses, je pense qu'il n'y en a aucun qui le sait. Donc ça veut dire que c'est des épidémies. Il y a des épidémies d'infections urinaires chez la femme. Et en réalité, ce ne sont pas des épidémies, pour ce qu'on comprend maintenant, c'est des épizooties. C'est-à-dire, en réalité, ce sont des épidémies chez les animaux, les poules en pratique, d'accord? Et quand on mange ça, les Escherichia coli passent du tube digestif dans la vessie. Et d'ailleurs, les Escherichia coli qui donnent des infections urinaires, on sait depuis très longtemps que ce sont les mêmes que les Escherichia coli des oiseaux. Ce qu'on appelle les uropathogènes, ceux qui donnent des infections urinaires, c'est les mêmes que les Escherichia coli aviaires. Et donc, la plus grande partie des infections urinaires que l'on voit à colibacilles sont dues au fait qu'on mange ou qu'on touche des poulets qui ont Escherichia coli, et qui, en avalant ça, dans un certain nombre de cas, ça passe dans la vessie, et ça donne une infection urinaire. Donc, conceptuellement, ça, avant que ça s'implante dans l'esprit des hommes, je vous garantis qu'il va falloir beaucoup de temps. Mais ça, par le génome, on le sait, c'est des clones. Donc, c'est un seul clone qui apparaît, puis qui disparaîtra. Et on a eu la même chose avec des clones de staphylocoque doré. On se demandait pourquoi. Pendant longtemps, les staphylocoques dorés étaient résistants. Il y avait plus de résistance dans le sud de l'Europe, et même dans le sud de la France que dans le nord. Alors, vous savez, comme sont médisants les gens du nord de l'Europe vis-à-vis du sud de l'Europe, les gens du nord de la France et du sud de la France. Ils disent, ah, mais vous ne connaissez pas l'hygiène des cochons, etc. Hein. Et puis, brutalement, alors là, retour de volée terrible. Là où il y en a le plus au monde, c'est l'Angleterre, qui étaient ceux qui se foutaient le plus de notre gueule. C'est intéressant. On dit, tiens, c'est le retour. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui s'est passé, d'abord, c'était complètement idiot. Là. La résistance des staphylocoques dorés
aux antibiotiques qu'on utilise, on appelle la méthylrésistance, elle existait déjà au 19e siècle avant qu'il y ait la méthicine. C'est une résistance naturelle qui apparaît de temps en temps, peut-être vers d'autres produits qu'on ne connaît même pas. Deuxièmement, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des clones qui circulaient, et dans ces clones, il y avait des clones qui étaient résistants, et ceux qui les faisaient circuler, ce n'était pas qu'ils étaient résistants, ils ont probablement, en tout cas c'est ce qu'on pense maintenant, été sélectionnés, ceux-là chez les porcs, chez qui les antibiotiques, ça y allait à tour de bras, et que l'épiso aussi, chez les porcs, a donné une contamination et une infection que l'on ne détectait que dans les hôpitaux, parce que ailleurs on ne cherchait pas les staphylocoques sur la peau. Donc, en réalité, cette épidémie extraordinaire dont on pensait que c'était... Après, bien sûr, il y a eu des épidémies secondaires hospitalières, était une épisode aussi au départ. Mais ça, il y a un outil nouveau qui est arrivé de manière brutale contre la théorie antérieure, qui fait que la théorie antérieure a toujours des beaux jours devant elle, hein, parce que les gens n'ont pas intégré ce changement radical, qui est un changement du XXIe siècle, hein, sur la clonalité. Dans les bactéries émergentes, les plus dangereuses des bactéries émergentes sont des bactéries qu'on connaissait déjà. Ce n'est pas des espèces nouvelles, c'est des clones nouveaux. D'accord ? Mais comme on ne reconnaissait pas les clones avant, on ne se rendait pas compte que c'était des bouffées épidémiques. D'accord ? Il a fallu un nouvel outil pour qu'on sache que c'était des épidémies. Et bien sûr, cet outil, quand on l'employait vis-à-vis des animaux, on se rendait compte que ce n'était pas des épidémies, mais des épisodes aussi, c'est des épidémies d'animaux. Voilà le nombre de génomes augmenté. Là, vous voyez sur cette... Là, on s'est arrêté en 2019. En 2019, on avait fait déjà 2500 génomes de bactéries. Et bien sûr, du coup, on savait faire les génomes. Et puis, on a fait une course aux armements. Fort heureusement, est arrivé un nouveau type de séquenceurs, qui sont des séquenceurs extrêmement rapides. Et on a eu la chance d'acheter le premier qui était commercialisé en France, qui était un séquenceur de Roche, qu'on a réussi à avoir grâce à André Sirota, qui dirigeait le Génoscope à cette époque-là, au directeur de l'époque des sciences de la vie du CNRS. Et donc on a été les premiers en France. Et c'est intéressant parce que les gens du Génoscope, pour qui j'ai beaucoup de respect par ailleurs, quand on leur a demandé leur avis, mais eux, ils avaient une armée de séquenceurs Sanger, ils ont dit non, c'est idiot, ça sert à rien, maintenant tout le monde ne séquence plus que là-dessus. Mais c'était, comme c'était nouveau et qu'eux l'avaient pas, ils trouvaient que c'était pas bien, que les autres les humains restent les mêmes, même quand ils sont intelligents, hein, ils peuvent être jaloux ou de mauvaise foi, c'est la vie, voilà, c'est juste, il n'y a pas d'humain parfait. Voilà. Et donc, du coup, on a séquencé de plus en plus, et fort heureusement, parce que c'est ce qui nous a permis de décrire une quantité de bactéries dont je parlais plus loin. Mais du coup, quand est arrivé le SARS, nous, on a fait les génomes, et nous, on a regardé les génomes. Alors en France, il n'y avait pas grand monde, il y avait nous et Pasteur qui faisions chacun, je crois, 30% des génomes, puis les autres n'en faisaient pas. Et non seulement ça, mais on s'est rendu compte à ce moment-là, c'est que la plupart des laboratoires n'avaient même pas de séquenceurs automatisés, du CHU, ils ne pouvaient pas. Et on s'est rendu compte que si c'était que nous, mais on s'est rendu compte que les virologues avaient un retard phénoménal c'est incroyable par rapport aux bactériologistes sur la séquence. Parce qu'eux, ils n'ont rien d'autre que la séquence en pratique. On ne peut pas regarder pour trouver les différences entre les différents variants et mutants, c'est extraordinairement difficile. Mais la séquence, c'est rien de plus facile, c'est tout petit, donc c'est si facile à séquencer. Et donc nous qui avions des grosses choses qu'on était capable de repérer par ailleurs, on a séquencé comme des malades, et eux non. Et donc si vous regardiez Escherichia coli, je sais pas, plusieurs centaines de milliers de séquences du génome d'Escherichia coli, et vous regardiez la grippe, il y a plusieurs centaines seulement de séquences de la grippe, qui est le truc le plus commun du monde. Donc il y a un retard technique et intellectuel en virologie qui est extraordinaire. Il n'y a que sur HIV qui a eu vraiment beaucoup de séquences, parce qu'on était obligé, même HIV, on avait eu beaucoup de problèmes à l'époque avec HIV, parce que moi j'avais mon premier séquenceur, et puis peu de temps après, j'ai eu à récupérer, au début je m'occupais que de la bactériologie à Marseille, et puis après j'ai eu à récupérer la virologie, puisque le chef de service de virologie est devenu patron de l'EFS ici, Philippe D'Amico, et donc j'ai récupéré la virologie hospitalière. Et donc dedans, il y avait bien sûr le sida, et donc moi qui étais déjà un maniaque de la séquence, j'ai dit à mon amie et collaboratrice Catherine Tamalé, écoute, il faut que tu te mettes à la séquence de l'HIV et faire de la séquence. Alors au début, je lui prêtais mon séquenceur, mais c'est un relativement petit séquenceur, je lui ai dit, écoute, il faut que tu demandes un deuxième séquenceur à l'ANRS, il faut que tu séquences. Et très bien, elle fait une demande, je l'accompagne pour
faire la demande à l'ANRS, tous ceux qui distribuaient l'argent, beaucoup d'argent, hein. Et on a une évaluation par le conseil scientifique qui dit non, ça sert à rien de faire de la séquence. Et dedans, il y a les mêmes qui m'ennuient tout le temps, là, qui étaient là déjà, qui péroraient en disant la séquence sert à rien. Et puis, heureusement, à l'époque, le directeur de l'ANRS, c'était un homme intelligent. Et il a dit non, achetez son séquenceur à Raoult, vous allez voir. Et il me l'achète. Donc j'avais un deuxième séquenceur. On recrute une fille extraordinaire qui s'appelle Nora, qui commence à nous analyser les séquences. Et donc Catherine commence à séquencer ça avec Philippe Colson, qui est vraiment mon collaborateur, sur HIV. Et au bout de 3 ans, on avait la 3e collection mondiale de séquences de HIV. Alors c'était très intéressant. C'est un point sur lequel je vais essayer de clarifier les choses, parce que sinon on ne comprend pas un grand nombre d'erreurs qu'il y a eu sur le SARS. C'est très intéressant. Ces gens qui étaient contre faire le séquençage eux-mêmes, c'est parce qu'ils ne comprenaient rien à la séquence et qu'ils vivaient encore dans le mythe du fait qu'un virus a une séquence unique. Souvenez-vous, je vous disais, les gens pensaient au départ que les virus étaient juste des objets, des biomolécules. Et donc l'idée que ces objets changeaient tout le temps, bien sûr on savait qu'il y avait des erreurs, mais ils pensaient que les erreurs allaient être tout le temps exprimées. Donc en réalité, ça se finissait par le fait qu'il y ait une séquence. Et en réalité, dès que nous, on a fait les séquences, on l'a tout de suite vu, c'est pas vrai. Il y a des bases sur lesquelles on voit qu'il y a la base dominante et puis une base qui fait peut-être 10% ou 20%, mais qui est présente aussi. Donc ça veut dire qu'il y a des copies différentes dans le même prélèvement, qui ont fini par s'appeler des quasi-espèces, parce qu'on ne savait pas comment les appeler, qui vivent en même temps. Et donc, quand vous avez un virus, vous n'avez pas qu'une molécule, et quand vous la multipliez, vous n'avez pas qu'une molécule. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il sera extrêmement difficile de revenir, en particulier dans le SARS. Quand moi, je vais dire pour la première fois, écoutez, il y a des mutants, les gens vont dire, il n'y a pas de mutants. Je dis, mais te fous, enfin, les virus ARN, ça passe son temps à muter. Mais les gens n'avaient pas fait les séquences, ils n'avaient pas regardé. D'accord ? Cette idée que le virus est un objet qui est fixe, c'est ce qui va définir en grande partie toutes les stratégies, bien qu'on sache que le virus de la grippe, c'est pas du tout comme ça que ça se recompose tous les ans. Les gens ont oublié cette leçon, et pour ce virus-là, ils ont concilié. Et donc, ça explique qu'on dise on va faire un vaccin sur une partie du virus, puisque c'est fixe, il n'y a pas besoin d'en faire 36 000. On fera sur le premier qui a été séquencé, on prend sa séquence, on va faire le vaccin là-dessus. Et puis, il ne va pas apparaître de choses qui ne comprendront pas, qui seront différentes de ça. Ce virus ne va pas évoluer, changer. C'est un objet qui est fixé. Or, et ça c'est la deuxième chose, plus vous êtes prêt, vous vous rappelez l'histoire de la réduction des génomes des bactéries, je pense que c'est la même chose sur les virus. Ce virus c'est un virus de zoonose, il venait des animaux. Il n'est pas encore complètement adapté à l'homme. Et donc il perd des gènes en plus en même temps. J'en reparlerai. Il perd des gènes. Et quand il perd des gènes, il va plus vite. Donc ça, on ne pouvait pas le savoir au départ, sauf à regarder. C'est-à-dire, avant de spéculer, il fallait regarder. D'ailleurs, ça m'a valu à un moment une discussion avec le président de la République. On me dit, mais comment ça se fait qu'on soit si nul et qu'on ait 10 ou 20 fois moins de séquences que les Anglais avec le Sanger? Je dis, mais parce que les gens ne séquencent pas. On est 2 à séquencer, tout le monde devrait séquencer. C'est la base Donc, du coup, il a fait un grand plan, on est content, on a acheté encore une nouvelle machine qui en fait encore plus, c'est très bien. Et puis, mais après, c'est pas tout de séquencer, il faut savoir analyser, et il faut avoir un cerveau pour les analyser. Les gens qui n'ont jamais fait de séquence et de génome, vous savez, ils peuvent pas inventer des nouveaux mécanismes. Parce que nous qui faisons ça depuis plus de 20 ans, on sait comment on fait. Donc c'est bien, on a trouvé plein de choses avec les génomes, mais on n'a pas été nombreux. Il y a nous, puis un peu l'Institut Pasteur, puis voilà comment ça s'est passé. Donc les autres ont fait des tas de séquences, mais après, une fois qu'on a les séquences, savoir quoi en faire, c'est une autre paire de manches. Et donc, ce qu'on a vu, pour la première fois, c'est assez extraordinaire, parce que c'est la première fois qu'on voyait vraiment, avec autant de données, maintenant il y a, je ne sais pas combien, plusieurs dizaines de millions de séquences qui ont été faites dans le monde entier pour le SARS-CoV. Ce qu'on voit, on voit comment évolue un virus en partant du moment où il rentre chez l'homme au moment où on en est maintenant. Et ce qu'on voit, c'est que, bien sûr, ce qu'on rapporte, ce qui est publié, c'est un génome comme une molécule unique. En réalité, c'est ce que nous on appelle le génome démocratique. C'est le génome pour lequel il y a le plus de bases qui sont représentées. Mais vous mettez pas les quasi-espèces.
Donc les génomes minoritaires ou les mutations minoritaires, vous ne les mettez pas. Vous mettez que le génome démocratique. Donc ça, c'est le génome démocratique, c'est ce qui a été sélectionné parmi toutes les variations. Et ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, il est sélectionné une mutation tous les 15 jours, depuis le tout début. Et c'est continu. Et donc les changements du virus et l'évolution du virus, il est vraisemblable qu'il y a relativement peu d'importance de la population immune ou non immune, ce qu'on a toujours cru jusqu'à maintenant. On a toujours cru que c'était l'immunité qui déterminait l'évolution ou l'arrêt du virus. En réalité, ce qu'on voit sur cette image, chaque couleur représentant un des virus nommés différemment, c'est que les virus apparaît une mutation, qu'on appelle une mutation fertile ou bénéfique, le virus en profite, il fait une épidémie, et puis les mutations continuent à s'accumuler, mais c'est les mutations qui servent à rien, voire qui sont un peu gênantes, et donc il s'éteint. Et ça, comme il y a des mutations tous les 15 jours, il supporte en moyenne 6 à 7 mutations. Donc en réalité, au bout de 3 mois et demi, le clone qui avait été initié par cette première mutation disparaît. Et soit il y a une nouvelle mutation favorable qui apparaît, soit ça disparaît. Et donc, on voit rebondir comme ça les variants. C'est nous qui les avons appelés les variants la première fois au monde. Hein. Personne ne voulait nous croire. Il était fixé comme idée que les coronavirus ne mutaient pas, ou que c'est parce que c'était trop réparé. Donc, plutôt que de regarder, on déduisait à partir de ce qui s'est passé avant. Et ce qui s'est passé avant avec les virus les plus proches, c'est le premier SARS et le MERS corona, le coronavirus qu'il y avait eu en Arabie Saoudite, qui se sont arrêtés tout seuls. Donc, bien sûr qu'ils ne mutaient pas. C'est pour ça qu'ils se sont arrêtés. Et que nous, on le reverra, mais il y a une mutation clé au moment où il arrive en Europe, dans l'appareil dans la polymérase, dont on a déjà parlé, dans la polymérase du virus, qui fait qu'il fait 100 fois plus de mutations que celui qui est arrivé de Chine. Donc c'est en Europe qu'il a été construit, c'est pas c'est en Europe qu'il a été construit. Il y a une mutation qui est apparue et qui rend ce virus un potentiel d'évolution absolument inouï, qui est ce qu'on verra. Voilà. Et donc, les virus qu'on isole maintenant, ils ont entre 100 et 150 mutations de différence par rapport à Wuhan, parce que les mutations se sont accumulées. Donc c'est pas le même virus, c'est pas vrai que c'est le même virus. Ils donnent même pas la même maladie. Donc les signes cliniques de la maladie des Omicron actuels sont pas les mêmes. On a beaucoup moins de perte de l'odorat et de goût, on a beaucoup plus de douleurs pharyngées, il y a des conjonctivites, il y a moins de pneumonie, c'est pas la même maladie. Donc c'est très intéressant. Le virus est différent, c'est pas exactement la même maladie. Mais, si vous voulez, si on réfléchissait, ce qu'on a le droit de faire, hein, on a le droit d'être intelligent, et qu'on comparait ça non pas à la rougeole, mais qu'on comparait ça à la grippe, on était dans une situation comparable, un virus qui change tout le temps, qui se recombine avec les virus environnants, et donc tous les mouvements de ce virus vont pouvoir apparaître au fur et à mesure. Nous, à Marseille, c'est arrivé par toutes les voies. Marseille, c'est un lieu d'épidémie depuis qu'on connaît Marseille. Donc c'est arrivé par la mer, c'est arrivé par la terre. Le premier cas qu'on a eu venait d'Italie. C'est arrivé par air. Les cas indiens qu'on a eus, c'est les Indiens qui revenaient sur les bateaux qui allaient repartir de Marseille. C'est les Indiens qui l'ont amené ici. C'est revenu par mer, parce que quand on a rouvert la circulation entre le Maghreb et la France, eh bien, on a eu des gens qui sont venus avec le virus qui avait muté en Afrique. C'est venu par train, parce que celui de Londres, il est venu de Londres en train jusqu'à Marseille. Donc tous ces virus que l'on a vus apparaître, Omicron est venu d'Afrique, tous ces virus qu'on a vus apparaître, c'est les virus qui ont continué leur vie dans différents espaces du monde, et pour des raisons qu'on ne connaît pas, il y en a certains qui sont devenus pandémiques, c'est-à-dire qui sont répandus dans la terre entière, et il y en a d'autres, celui qui a été le plus mortel en France, il a très peu diffusé en dehors de France, il a été fait en France avec les visons, et il a très peu diffusé en dehors de France, et c'est celui qui a le plus tué. Pourquoi est-ce qu'il y a des virus qui deviennent pandémiques et d'autres ne le deviennent pas? Moi, j'en sais rien du tout. C'est une espèce de génie épidémique qu'on ne connaît pas et dont on ne sait pas d'où ils viennent. Et donc, sur ces deux vidéos, vous voyez, comment ils sont arrivés, et puis deuxièmement, les vagues successives de mutants différents. Donc, c'est pas le même virus qui a rebondi comme une balle de ping-pong, comme mes collègues disaient au départ. Il n'a pas rebondi du tout. Ce qui est arrivé, vous voyez bien sur ces séquences. En réalité, c'est des virus différents. Il y a une mutation favorable qui est apparue. Et le virus a suivi sa courbe épidémique banale, qui est une espèce de courbe de Gauss
en champignon qui commence, qui accélère, qui a un pic, qui redescend et qui disparaît au fur et à mesure que au début la mutation est favorable, accélère les choses. Et puis, au fur et à mesure qu'arrivent de nouvelles mutations qui ne sont pas favorables, eh bien, le virus perd de sa fitness et disparaît.